C'est parti pour Smart Bourse, votre émission quotidienne sur Bismart qui vous permet de rester à l'écoute des marchés chaque soir à 17h en direct sur Bismart TV si vous nous suivez à la télévision pendant 1 heure. Émission évidemment à retrouver chaque jour du lundi au vendredi en replay sur bismart.fr et en podcast sur l'ensemble de vos plateformes. Au sommaire de cette édition ce soir, des marchés actions notamment qui poursuivent le rebond entamé en fin de semaine dernière. On le voit sur les marchés d'actions aux États-Unis et en Europe avec une fin de séance européenne qui s'annonce positive. Néanmoins, ce rebond de quelques heures ou de quelques jours reste relativement timide. Plus 0,5% environ en moyenne pour les indices européens aujourd'hui et un CAC 40 qui se traite entre 7250 et 7300 points actuellement. Des indices qui techniquement restent donc dans la logique de range qui les anime depuis plusieurs mois maintenant en Europe. Du côté du programme de la semaine, ce sera une semaine particulièrement intéressante du côté de l'inflation aux États-Unis, puisque mercredi, nous aurons la publication de l'indice des prix à la consommation pour le mois d'août aux États-Unis à 14h30. Et puis, ce sera une semaine de décision de politique monétaire pour la Banque Centrale Européenne qui sera réunie jeudi et son Conseil des gouverneurs avec une décision difficile, attendue. On le voit notamment à travers la répartition des anticipations chez les économistes et les investisseurs. Il semble que ce soit une décision qui oscille effectivement entre l'idée de monter à nouveau les taux d'intérêt de 25 points de base ou passer ce tour de réunion de politique monétaire. La réponse et les réponses de Christine Lagarde seront apportées donc ce jeudi. Discussion à suivre en attendant avec nos invités de Planète Marché évidemment. Et puis comme chaque lundi à 17h45 dans le dernier quart d'heure de Smart Bourse, nous avons rendez-vous avec Pierre-Yves Dugas, notre correspondant américain. Pour notre quart d'heure américain, nous évoquerons avec Pierre-Yves ce soir la relation Chine-États-Unis au lendemain du G20 qui se tenait en Inde. Du vert sur les indices actions en Europe, notamment pour entamer cette semaine. Les infos clés du jour, c'est avec Comme du Bois. La Bourse de Paris poursuit timidement son rebond entamé la semaine dernière. La Commission européenne a annoncé avoir revu en baisse ses prévisions de croissance pour la zone euro pour 2023 et 2024, dans un contexte de ralentissement de la demande des consommateurs sur fond d'inflation élevée et de récession en Allemagne. Dorénavant, la Commission européenne mise sur une croissance de 0,8% en 2023 et 1,3% en 2024, en recul de 0,3 points par rapport à ses précédentes prévisions sur ces deux périodes. Concernant l'inflation, la Commission table sur 5,6% cette année contre 5,8% précédemment estimé. Du côté des valeurs, le grand recul jusqu'à près de 3% au cours de la séance. L'équipementier électrique voit sa note dégradée de neutre à vendre par les analystes de Citi. Au contraire, Société Générale progresse. La banque a gagné jusqu'à 1,5% au cours de la séance après l'annonce d'un partenariat avec la société de gestion Brookfield Asset Management. Les deux acteurs s'associent pour lancer un fonds de dette privée d'un montant de 10 milliards d'euros. Il en est de même pour Stellantis qui a progressé jusqu'à 1,3% au cours de la séance de ce lundi. Le groupe a annoncé avoir proposé une augmentation de 14,5% sur 4 ans à ses salariés américains dans le cadre des négociations avec le syndicat United Auto Workers, quelques jours avant l'expiration de l'actuel accord sur le travail. Demain, côté statistique, les investisseurs prendront connaissance de l'enquête Zoo relative au moral des investisseurs allemands pour le mois de septembre. Tendance, mon ami, chaque soir en ouverture de Smart Bourse, les infos clés du jour sur les marchés avec Comme du Bois sur Bismart. Trois invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Gilles Etcheberry-Garay est avec nous en plateau, le président et directeur des investissements d'Elcano Asset Management. Bonsoir Gilles. Bonsoir. Merci d'être là. Merci à Bertrand Puif d'être avec nous également en plateau ce soir. Bonsoir Bertrand. Bonsoir. Ravi de vous retrouver. Vous êtes gérant action internationale chez Fidelity. Et Vincent Chéniaud nous accompagne enfin. Bonsoir Vincent. Bonsoir. Merci beaucoup d'être là. Vous êtes directeur de la recherche de Generali Investment. C'est une semaine de réunion pour le Conseil des gouverneurs de la Banque Centrale Européenne. Ce jeudi en l'occurrence, Vincent. Certaines décisions de politique monétaire sont plus difficiles que d'autres. Tous les observateurs et les spécialistes de la Banque Centrale Européenne semblent s'accorder sur l'idée que cette décision sera particulièrement difficile, peut-être la plus difficile depuis 1 an et le début de la campagne de hausse de taux en juin 2022. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette idée-là et pourquoi ? Oui, en effet, décision difficile parce qu'on s'approche probablement de la fin du cycle de hausse des taux. La BCE
considère qu'elle est désormais en territoire restrictif. La question est de savoir si la politique est suffisamment restrictive pour que, en effet, l'inflation rebaisse vers des niveaux acceptables. On sait que l'inflation, aussi bien totale que sous-jacente, hors composante volatile, reste supérieure à 5%. Donc c'est trop, il faut faire baisser cette inflation. Mais de l'autre côté, les nouvelles sur la croissance clairement se dégradent. La réalité est que depuis 3 trimestres maintenant, l'économie européenne ne croît plus, n'avance plus. Donc un ralentissement très net et des perspectives qui ne sont pas très réjouissantes si on regarde les indicateurs avancés. Et donc la BCE se trouve coincée dans cette situation où la croissance ralentit très fortement, le risque de récession est sérieux, mais de l'autre, l'inflation reste trop élevée. Elle est alimentée notamment par les salaires dans un marché de l'emploi qui certes commence à se calmer, mais reste globalement assez tendu. Et donc la BCE est prise entre ces deux feux. In fine, je pense qu'on est proche de la fin du cycle, mais la décision de jeudi est assez incertaine. Est-ce qu'on peut imaginer quand même, quand on regarde, comme vous le faites, les choses en dynamique, en prospective, la BCE officiellement dans son discours nous dit « data dependence », on ne donne pas de guidance sur la suite des événements, mais quand on regarde justement la dynamique que vous décrivez et qu'on essaye de l'anticiper pour les prochains mois et les prochains trimestres, est-ce que la dose de ralentissement qui est déjà embarquée en Europe, à travers des pays comme l'Allemagne par exemple, est-ce que c'est suffisant pour imaginer que oui, ça puisse être la dernière ou une des dernières hausses de taux de la BCE, Vincent? Oui, a priori, nous prévoyons que la BCE en a terminé avec le cycle de hausse des taux, mais je dois dire qu'il y a quand même beaucoup d'incertitudes en la matière. L'inflation reste trop élevée. Et notamment, les salaires contribuent à cette inflation. Alors, en plus, on a des phénomènes un peu exogènes qui interviennent, comme la hausse du prix des matières premières, le pétrole oui. Surtout. Oui. Et en même temps, on a un euro qui baisse assez fortement. Alors, ça, c'est pas tout à fait exogène. Hein. Ça traduit une économie européenne qui sous-performe très fortement par rapport à l'économie américaine. Et ça, ce phénomène, pétrole plus 30%, plus un petit glissement de l'euro contre dollar, ça, à minima, ça reporte les perspectives de désinflation, ça les contrarie, ça les prend à revers. Oui, ça les contrarie. Il est assez inhabituel que le prix du pétrole monte et qu'en même temps le dollar monte. Et donc là, on a deux effets conjugués qui vont maintenir l'inflation totale sur des niveaux relativement élevés. Et comme l'inflation sous-jacente, elle, dépend pas mal des salaires et qu'à ce niveau-là, ça va prendre également du temps, la BCE n'est pas dans une zone de confort sur la baisse de l'inflation. Et on sait que c'est son objectif premier. Donc elle est vraiment dans une situation difficile où effectivement on peut penser que le ralentissement et la baisse de la demande, in fine, feront baisser l'inflation, mais faut-il être patient à un niveau où l'inflation reste très éloignée de son objectif de 2%? Qu'est-ce qui vous intéresse dans la stratégie des banques centrales en cette rentrée, en ce mois de septembre 2023, Gilles? Est-ce que pour la BCE, le risque de 25 points de base supplémentaires, c'est un risque important à ce stade face à la fragilité, la fragilisation peut-être de l'économie en zone euro? Oui, la BCE le vrai problème à la BCE, c'est qu'on a eu 5 à 6% d'augmentation de salaire et pas d'autres de productivité. Donc il y avait peut-être un peu de rattrapage, mais là il y a un vrai problème. Mais je dirais que le dilemme de la BCE, c'est le dilemme de la Fed. Hein. Et la seule fois où la BCE, dans son histoire, est allée au-delà de la Fed, ça a moyennement terminé. C'était avec Trichet en 2008. Voilà, 2011. Ouais, voilà. Celle de 2011. Alors. C'est la seule fois où quasiment la BCE est allée au-delà de ce qu'a fait. Vous dites le problème de la BCE, c'est la Fed, quoi? Partiellement. Enfin, il y a un problème sous-jacent à l'économie européenne où effectivement on a comme des hausses de salaire très importantes par rapport à une productivité qui est en panne. C'est un peu aussi le cas aux États-Unis. Mais quelque part, elle est aussi, la Fed étant en incertitude, la BCE n'ose pas sortir toute seule devant. Elle sait que la dernière fois, c'est mal terminé. Donc, elle aimerait bien savoir si aussi les Américains qui ont le même dilemme. Hein. Je dirais, si ce n'est que le problème américain. Le problème européen, c'est plus un problème de productivité et d'environnement, plus la guerre. Aux États-Unis, c'est plus le rôle de la politique budgétaire qui est venu contrarier violemment, je dirais, la politique monétaire qui, plus ou moins, arrivait à faire son effet.
Je pense qu'on avait trop d'ambition en termes de soft landing, mais quand même, on voyait qu'ils avaient redressé la barre. Et puis derrière, il y a eu le déluge budgétaire Bidenomics. Et là, derrière, on a remis un coup dans une économie qui était déjà quand même... sur 7-8%. L'économie US va faire plus que la Chine en 2022. Et on a un niveau de déficit budgétaire qui a augmenté dans une économie qui marche aussi bien. Ça, c'est du jamais vu en termes de mix. On avait un mix effectivement très restrictif dans les années 2010 qui contrebalançait des politiques monétaires qui étaient extrêmement offensives. Et là, on est passé quasiment en inverse. On a des politiques budgétaires qui viennent encore rajouter donc qui viennent contrarier des politiques restrictives. Ça, c'est le cas aux États-Unis. Voilà. C'est pas le cas en Europe. C'est moins le cas en Europe. Même si je veux dire, les ajustements budgétaires ont été quand même beaucoup moins stricts post-Covid. Non, mais les trajectoires publiées pour l'an prochain par les gros États nous montrent que un État comme l'Allemagne, 2024-2025, on revient dans les clous, quoi. On revient dans les clous, mais ça a été beaucoup moins... Les clous européens. Oui. Mais la trajectoire budgétaire post-Covid a été beaucoup moins stricte que la post-2008. Je veux dire, post-2008, on n'a pas refait cette erreur-là. Voilà, on a été quand même dans... d'accord. Mais on revient beaucoup plus vite dans le rang que ne le font les États-Unis aujourd'hui. Oui, de toute façon, il n'y a pas de commune mesure. Les États-Unis ont la monnaie de référence, enfin, la monnaie... voilà. Mais non, mais ça explique aussi des écarts qu'on peut observer d'ailleurs sur les marchés, voilà, j'imagine. Tout à fait. Ouais. Et donc, je dirais que la Fed a un problème budgétaire. L'Europe a plutôt un problème aussi de choc d'importer. La Chine ne va pas bien et c'est comme le client numéro 1 de l'Europe. C'est aussi ça, il faut en tenir compte. Et dans les PMI, dans la situation d'Allemagne, on a tout ça. Donc, ils ne gèrent pas le même choc. Un a plutôt un choc de demande négatif, l'autre a plutôt un choc de demande positif. Mais ils sont tous les deux dans le même arbitrage entre inflation trop importante, risque sur la croissance et productivité au milieu qui n'est pas génial. Bon, ça a été un des phénomènes de l'été, quand même, des taux longs, et d'ailleurs qui restent sur les niveaux qu'on a pu atteindre. Alors, c'est des 4,30 sur le 10 ans américain, 2,65 et plus pour le 10 ans allemand. Il y a quand même eu aussi un petit repricing de ce côté-là. Enfin, le marché obligataire s'est un peu familiarisé avec l'idée que les taux allaient peut-être pas rebaisser aussi vite que ce qu'on pouvait encore imaginer il y a quelques mois, Bertrand. Oui, si effectivement on est cohérent et qu'on pense que aux États-Unis va pas y avoir de récession, techniquement, on doit avoir une courbe effectivement qui va, à un moment donné, aussi se modifier. Donc, bon, il doit se pontifier un peu. Oui, il va se pontifier un petit peu. Donc, c'est vrai que les taux longs nous paraissent pas aberramment d'une manière aberrante élevée. On peut même penser qu'ils puissent continuer à augmenter. Parce que quand on regarde sur très longue période, on n'est pas sur des niveaux qui sont extrêmement bas. Alors c'est vrai que quand on compare sur les 10 dernières années, c'est évident, c'est biaisé. Mais si on est dans un univers normalisé et qu'on regarde les taux réels, 2% de taux réel, c'est pas non plus très agressif. Aux États-Unis, sur le 10 ans, de taux réel à 10 ans à 2%. Sur une histoire longue, à 40-50 ans. Ça peut être un new normal. Ça peut être un new normal, même plutôt le bas du range du new normal, puisqu'on est plutôt entre 2 et 4 sur longue période. Donc voilà, 2, c'est pas complètement aberrant. Donc, quand on voit certaines personnes qui disent, là, on est sur un plafond et effectivement, certains voudraient, mais pour nous, c'est plus une normalisation. Et on est en train de consolider ces niveaux-là avant d'aller plus haut de notre point de vue. Ouais. Avec les impacts que ça a évidemment sur les marchés actions, puisque quand on regarde les primes de risque, qui sont liées un petit peu à ça, on a vu un effondrement de la prime de risque sur le marché américain. On était à 4% il y a encore 2 ans. Aujourd'hui, on est à 1%. Oh. C'est extrêmement bas. C'est dans les plus bas qu'on ait jamais vus. Qui aujourd'hui veut acheter des actions, notamment américaines? Alors après, évidemment, il y a la configuration du marché américain avec ces 7 valeurs qui tirent à la fois le marché, mais aussi la valorisation globale de ce marché-là. Donc quand on les enlève, on a une prime de risque qui est un peu plus élevée, mais qui reste quand même dans des niveaux relativement faibles par rapport à l'histoire. Donc l'intérêt du marché action américain aujourd'hui nous paraît relativement faible, mais, sauf à aller chercher effectivement des petites sociétés avec un biais value, où là il y a des opportunités. Mais dans son ensemble, même encore une fois en retraitant de ces 7 valeurs, les 7... on les aime pas, on fait mercenaires ou cavaliers de l'Apocalypse, je ne sais pas, en fonction de... les 7 cavaliers de l'Apocalypse. Si on marcher vers la hausse encore ou vers la baisse, ça dépend, voilà. Mais voilà, le marché est quand même... D'un point de vue fondamental, vous dites, une sous-performance du marché des actions américaines ne serait pas une anomalie dans le paysage global des marchés. Discuter, c'est est-ce que l'Europe peut bénéficier de ça et surperformer, et même performer dans l'absolu, quand le marché américain va aller mal? Voilà, c'est compliqué de répondre à cette question, puisque on n'a pas vu très souvent le marché européen faire cavalier seul. Voilà. Il y a eu des séquences, plus sous forme de parenthèse que de tendance de long terme. En directionnel, jamais.
C'est-à-dire que quand l'US baissait, on n'a jamais vu l'Europe monter. Non. On a vu l'Europe surperformer des marchés aussi américains ou flat. Mais jamais. On n'a pas un bull market en Europe et un bear market aux États-Unis. On peut chercher partout. Ouais. On est monté en 1980, ça n'est jamais arrivé. On a des surperformances européennes se font comme en 2002-2008, avec un marché américain qui monte, mais avec un marché européen qui monte plus. Voilà. Pourquoi les États-Unis ne sont pas encore en récession à ce stade, Vincent ? C'est intéressant peut-être de poser cette question sous cette forme après, 500 points de base et plus de hausse de taux. Et une économie américaine qui a même pu, sous certains indicateurs, donner l'impression d'une résilience et même d'une amélioration de cette résilience au cours de l'été. Oui. Alors pour faire le lien, je reviens sur ce qui a été dit. Je suis d'accord sur le marché américain des actions qui est très cher, notamment quand on compare les multiples actions au taux long réel. Donc on a une déconnexion totale cette année. Je disais, prime de risque, c'est 1% maintenant sur les actions, c'est ça, et de taux réel 10 ans, 2%. Voilà, donc on a eu cette année des taux réels qui se sont stabilisés, voire qui ont monté un peu, alors que les multiples actions eux-mêmes ont monté. Et ça, c'est vraiment la surprise majeure de 2023. Avec en toile de fond, une autre surprise, c'est effectivement cette résistance de l'économie américaine qui a été remarquable. Mais en l'occurrence, pour nous, cette déconnexion fait que dans les allocations, il faut plutôt réorienter un peu vers le fixed income plutôt que vers les actions, parce qu'en termes de valorisation, on trouve que c'est bien meilleur niveau fixed income. Ça semble rationnel, même si jusqu'à présent, c'est le marché action qui a mieux fait par rapport au cash, aux produits de taux sur cette année-là. Ouais. Pourquoi l'économie américaine résiste aussi bien ? Il y a plusieurs facteurs. Moi, le facteur premier, alors qu'on connaissait du coup, c'est l'excès d'épargne des consommateurs. Un excès d'épargne énorme a été accumulé pendant la pandémie, avec le gouvernement qui distribuait très généreusement des revenus. Maintenant, cet excès d'épargne, il est quasiment totalement dépensé aux États-Unis. Donc ça, c'est une force qui va disparaître. L'autre élément majeur pour moi, c'est la politique budgétaire que vous avez mentionnée en effet, monsieur. La politique budgétaire a été très expansionniste aux États-Unis. Le déficit fédéral américain sur l'année fiscale en cours, qui s'achève à la fin de ce mois, va être environ le double de celui de l'année fiscale précédente. Donc environ 2 000 milliards contre 1 000 milliards. Alors, il est assez difficile de mesurer l'impact que ça peut avoir sur l'économie, mais clairement, effectivement, ça a joué contre la Fed, ça rend le travail de la Fed beaucoup plus difficile parce que ça soutient la demande. Et une partie de ces dépenses vient, ou de moindre rentrée fiscale, vient des plans successifs de Biden, les fameux Bidenomics, notamment l'IRA, avec des crédits d'impôt aux entreprises. Et on voit notamment que les entreprises investissent. Si vous regardez notamment les dépenses en construction industrielle, très forte hausse aux États-Unis. Donc on voit l'impact de cette politique vraiment proactive qui contribue à soutenir la croissance. C'est vertical. Les dépenses de construction industrielle, comme vous dites, c'est les usines de batteries, de semi-conducteurs. C'est vertical. Malheureusement, ce qui est vertical et dans l'autre sens en Europe, c'est par exemple la production industrielle en Allemagne dans les secteurs qui sont énergivores. Donc là, on a un effet vous prenez les deux extrêmes là. Qui est quand même, oui, mais c'est quand même, bien sûr. Très c'est une comparaison à avoir en tête. Pour l'Europe, avoir en tête. L'autre facteur aux États-Unis, c'est probablement que l'effet taux est un peu plus lent, un peu plus dilué que par le passé, notamment parce que pendant Covid, aussi bien les entreprises que les ménages ont augmenté à des taux extrêmement bas. Si vous regardez le taux hypothécaire moyen sur l'encours de dette aux États-Unis, aujourd'hui on a 3,60. Alors que si vous voulez emprunter aujourd'hui à 30 ans, sur l'hypothécaire américain, vous êtes en moyenne à 7,50. Donc le gap est absolument du jamais vu. Et donc ça met du temps à se répercuter sur... Ça bloque le système. Ça rend pas la transmission fluide aux États-Unis, en tout cas peut-être moins qu'en Europe. Mais moins que par le passé, certainement. Ouais. Et ces facteurs-là, on peut les prolonger encore un peu. Combien de temps ? C'est la question, parce qu'on cesse de reporter depuis, je sais pas, plus de 2 ans maintenant. Absolument. L'idée de la récession aux États-Unis, est-ce qu'elle est toujours là dans un coin de la tête ou est-ce qu'on passe à autre chose ? A priori, ces facteurs-là sont en train de s'épuiser, notamment l'excès d'épargne, comme je le disais, a disparu. Alors en plus, il y a les questions du remboursement des prêts étudiants aux États-Unis, qui va également
limiter le pouvoir de frappe des consommateurs. La politique fiscale a regardé de très près. La politique fiscale a joué un rôle majeur. Là, on va commencer l'année fiscale suivante, donc le 1er octobre. Il faut que le Congrès vote une loi de dépenses. Si elle n'est pas votée, on a un shutdown, avec les conséquences négatives qu'on connaît sur la croissance. Mais même si elle est votée, on peut penser que les Républicains vont imposer certaines restrictions dans les dépenses et donc que le déficit va commencer à se stabiliser au moins. Mais si le déficit se stabilise, au moins on perd cette impulsion qu'on a eue au cours des 12 derniers mois qui a été très puissante. Ouais. Sur la situation américaine, peut-être encore un mot. La force du dollar qu'on observe encore aujourd'hui, qui remet de la pression sur des devises émergentes, sur le yen japonais, qui pousse les autorités à des interventions pour l'instant vocales, qui seront peut-être pas soutenables d'ailleurs dans le temps. On s'habitue à l'idée d'un dollar fort, ou est-ce qu'on peut imaginer quand même, à un moment c'était quand même la grande idée de la baisse du dollar, on l'a tous eu, ou en tout cas on l'a tous entendu, Gilles. Oui. Déjà, juste pour une petite remarque, je lisais l'année dernière 100% du consensus Bloomberg donnait 100% de récession imminente en septembre dernier. Et je dirais que pour moi, pour répondre, la politique budgétaire, c'est un du jamais vu. Et c'est vraiment, en plus, c'est du keynésianisme pur. C'est la construction. Donc il ne faut pas sous-estimer cette force-là, y compris pour 2024. Voilà, c'est ça qui a été quand même... Année d'élection, on le rappelle au passage. Voilà, mais ça a été fait pour. Pour répondre à la question sur le dollar qui est un peu connectée, je dirais deux choses. Un, on a beaucoup lu les BRICS, la dédollarisation de l'économie, c'est quelque chose qui n'a aucun sens. On voit encore Lavrov avant-hier qui se plaignait, les Russes ont autorisé les Indiens à payer en roupies le pétrole. Derrière, qu'est-ce qui s'est passé ? Les Russes ont accumulé un stock en roupies. Et est-ce qu'ils ont de l'usage pour... Voilà, ils ont pas... Et maintenant, qu'est-ce qu'ils veulent faire ? Ils veulent le transformer en dollars. La monnaie de réserve, c'est la monnaie dans laquelle on veut épargner. Parce qu'on veut épargner parce qu'il y a de l'opportunité économique, parce que le système juridique est fort et parce que le pays fait du déficit. Parce qu'il ne faut pas l'oublier que pour avoir de la monnaie d'un pays, il faut qu'il y ait un déficit à l'initiale. Le seul pays qui correspond à ça, c'est le dollar. Ah oui. Et les Chinois, le droit, c'est pas ce qu'il faut. Ils veulent être en excédent, donc déjà, ils ne veulent pas émettre de yuan. Les Russes, enfin... Voilà, je veux dire, la vision de la dédollarisation de l'économie, c'est un vœu pieux. C'est purement c'est la science-fiction dans l'état actuel des choses. Donc déjà, les États-Unis, le dollar est la monnaie de référence. Deuxième point, le monétaire, on parlait tout à l'heure monétaire. Au plus haut dans les échanges internationaux, toujours, voilà. L'utilisation du dollar. Deuxième point, le cash dollar, c'est 5,50 aujourd'hui. Donc non seulement c'est la monnaie de référence, mais en plus c'est la monnaie la mieux rémunérée parmi les 10. C'est les 10. Donc, il n'y a aucune chance que le dollar puisse baisser dans ces conditions. Et en plus, on a un phénomène, pour ceux qui sont plus techniciens du change, ce qu'on appelle un smile sur le dollar, c'est-à-dire que le dollar surperforme soit en récession, soit en croissance quand la croissance américaine est supérieure. Le seul moment où le dollar est à la peine, c'est ce qui s'est passé entre 2002 et 2008, c'est-à-dire c'est quand on a une croissance externe qui est supérieure à la croissance américaine. On n'est vraiment pas dans cette circonstance-là. Donc, la croissance mondiale va être entre 2 et 2,5%. Et en plus, la partie la plus chaude de la croissance, la partie la plus, c'est les États-Unis. Même plus que la Chine, aujourd'hui. Donc, c'est normal que le dollar se maintienne. C'est probablement normal qu'il s'apprécie en cas de récession de façon un peu contre-intuitive au démarrage. En revanche, je pense que vu des 5,5 où la Fed baissera violemment ses taux, dès qu'on aura une récession qui sera enclenchée. Et là, effectivement, vous aurez une correction violente du dollar. Vous pensez que la fonction de réaction de la Fed face à un risque de récession sera très rapide et très violente ? Ça sera trop tard, mais la baisse, ils vont monter, comme on dit l'expression, c'est qu'ils sont montés par l'escalier, ils vont descendre par l'ascenseur. D'accord. Donc, on peut imaginer les taux directeurs qui baissent de 100 points de base. Ah oui, à coup de 100 points, 150 points de base, oui. Oui, parce que de toute façon, la Fed a été obligée de monter ses taux beaucoup plus haut. Que ce qu'elle imaginait au démarrage. Ce sera la symétrie de la violence du mouvement de remontée des taux. Et en plus, Bidenomics a consommé une partie des munitions qui auraient pu servir à... Pour une éventuelle relance, un jour, on en aurait besoin. Donc ça veut dire que la politique monétaire devra être extrêmement violente. Et donc là, effectivement, le dollar risque d'enclencher un cycle de baisse très fort. Bertrand, vos commentaires, et puis je veux bien qu'on revienne un peu sur la logique de marché, des marchés actions. Le marché américain est cher, quand on regarde les écarts de primes de risque par rapport au marché obligataire et par rapport aux produits de taux. Je voyais aussi en Europe, là, alors on a eu quand même cette sous-performance du luxe qui s'installe depuis quelques temps. Vous avez peut-être plus l'habitude que moi, mais LVMH a déjà perdu près de 20% par rapport au pic de juillet, en 2 mois. Et puis, au mois de septembre, LVMH baissait de 2% tous les jours. Ça a duré 5, 6 séances peut-être. Jamais vu ça.
Alors là, c'est intéressant parce que, justement, avant de venir, je regardais un petit peu, j'essayais de comprendre les raisons de cette sous-performance de LVMH. C'est intéressant de voir, en fait, qu'il n'y a pas eu de révision à la baisse des anticipations de profit, que ce soit sur cette année ou sur l'année prochaine des analystes, ou marginalement sur l'année prochaine. Donc, c'est vraiment du de-rating. Donc, aux États-Unis, donc ils ont ces 7 mercenaires et nous, on a le luxe. Voilà. Donc, le luxe a été un petit peu voilà, il y a eu un flight to quality. Les gens ont considéré que le luxe c'était quelque chose qui pouvait peut-être potentiellement les isoler d'une récession ou d'un environnement économique plus hostile. Donc aujourd'hui, il y a un petit peu de désengagement. Après, ce qui peut se passer, c'est quand même hautement probable, c'est qu'à un moment donné, les attentes des analystes soient trop élevées. Alors je sais qu'on dit ça depuis plusieurs années sur ce secteur-là, sauf que là, on a quand même le moteur de croissance marginale du secteur du luxe, qui est le consommateur chinois, qui n'est pas forcément au meilleur de sa forme. On sait qu'un des éléments, justement, de la croissance molle, voire inexistante en Chine, c'est effectivement, il y a le chômage des jeunes, qui est une autre problématique, mais il y a aussi le consommateur chinois qui est dans on va dire une posture qui fait qu'il n'est pas en confiance pour consommer notamment des biens de luxe. Il est plus sur des biens de première nécessité. Donc, à un moment donné, c'est vrai que un peu le conundrum, c'est que jusqu'à présent, ça ne s'est pas traduit dans les chiffres, puisque chaque trimestre, on a des LVMH qui bat les attentes, et grosso modo, en moyenne, le secteur du luxe. À un moment donné, avec un effet sans doute retard, alors est-ce que ça va être ce trimestre-là ou le trimestre d'après? Mais on est plutôt dans cette idée-là. Ce serait très étonnant que d'ici 6 mois, on n'ait pas une révision à la baisse voilà. Alors après, est-ce que le multiple aussi va continuer à baisser? Et là, pour le coup, on a la double punition et on pourrait avoir des baisses significatives de ce secteur-là. 10, 15, 20% de baisse relative par rapport au marché, attention. Parce que alors, faut corréler ça avec ce qui s'est passé sur les 3-4 dernières années où le secteur a gonflé en termes de multiples. Donc c'est quand même un secteur qui est quand même, encore une fois, je ne parle pas de la qualité sous-jacente de ces sociétés, de la gestion, des entrepreneurs derrière, etc. Mais boursièrement, aujourd'hui, on a besoin d'une pause. Prix. Oui. Voilà. Et je pense qu'on est juste au Et là, vous pensez que la Chine peut... Enfin, les inquiétudes sur la Chine sont suffisamment importantes, ça c'est le moins qu'on puisse dire, mais justifiées pour qu'effectivement, ça puisse gripper un peu la machine commerciale. On cite LVMH, mais on peut prendre... c'est l'exemple emblématique. Parce qu'on trouve toujours une martingale dans ces groupes-là. Oui, mais maintenant, je suis très digital, je vends en digital partout dans le monde. Quand les magasins étaient fermés en Chine, c'était l'argument. Et puis après, les magasins ont rouvert. Hermès ou Chanel nous disaient, mais nous, ça ne désemplit pas. Les gens reviennent, il n'y a pas de problème de consommation de luxe aujourd'hui en Chine. Quelques mois après, quelques trimestres après, c'est peut-être plus compliqué. C'est plus compliqué. Et puis, bon, je veux dire, on pouvait avoir cette discussion-là sur Tesla il y a 3-4 ans. C'est-à-dire qu'à un moment donné, voilà, la valorisation est déjà en train d'anticiper les 4, 5, 6 prochaines années de croissance, alors qu'historiquement, elle anticipe 2 ou 3. Ou Nvidia aujourd'hui. Oui, ou Nvidia, ouais, ou Nvidia exactement aujourd'hui. Donc on s'est un petit peu trop avancé. Derrière, je ne suis pas inquiet sur la dynamique à moyen terme de ces groupes-là. Après, ils peuvent avoir 2 ou 3 trimestres un peu en dessous des attentes. Encore une fois, ça ne veut pas dire qu'ils seront en contraction, mais une croissance plus faible. Et compte tenu des valorisations, même après la baisse que vous évoquiez, on a peu de marge quand même de sécurité là-dessus. Si on ne satisfait pas les attentes de perfection des investisseurs, il y a beaucoup de hot money sur le secteur qui reste encore. Il y en a qui est un peu qui est sorti, mais il en reste encore beaucoup. Et qui est très sensible, c'est du momentum, qui est très sensible au momentum de résultats. Donc là, c'est quand même assez tendu. Et une valeur qui est dans le même cas, c'est Apple. Oui, qu'on a vu souffrir quand même. Là aussi, enfin, j'ai -6, -7 en 2 séances. Apple, ça se voit, quoi. 20% de chiffre d'affaires en Chine, pas de croissance négative du chiffre d'affaires en 2023, au septembre 2023. Et je disais un chiffre assez marrant, 26 milliards de dollars de recherche et développement, et l'iPhone 15 pèse 1 gramme de moins que l'iPhone 14. Et disons que donc l'iPhone 186 pèsera 0 gramme ou 1 gramme. Voilà. Non, mais je veux dire, c'est comme dans les semi-conducteurs. Tout ce qu'il faut mettre comme argent en investissement pour aboutir à des améliorations à la marge, effectivement, je pense qu'on est à un stade où dans la tech, globalement,
faire une pause, compte tenu des valorisations et de ce qu'ils peuvent effectivement apporter de productivité. Je sais pas, vous oubliez un petit truc qui s'appelle l'IA générative qui anime. Non mais attends, qui anime non seulement le marché, mais je veux dire, toutes les entreprises dans le monde regardent ce qu'elles peuvent améliorer dans leur stratégie, dans leur fonctionnement avec ces outils-là. Je dis pas qu'elles se sont accaparées ces outils. Ce sera peut-être d'ailleurs quelque chose un chemin très très long. Mais vous oubliez quand même que la course à la technologie, non seulement elle s'arrête pas, mais elle est relancée puissance 1000. Apple n'est pas un joueur fort de l'IA pour le moment. C'est comme la première valeur mondiale et il y a d'autres soucis. Voilà. Donc, oui, c'est ça. Donc peut-être que c'est un argument en plus contre Apple, de se dire que Apple, en plus, est peut-être pas autant dans la course sur l'IA que d'autres groupes. À 30 fois les résultats, il va falloir... Quoi, enfin, avec un cash... Avec des profits qui baissent l'année prochaine. Oui, mais 30 fois les résultats, il faut de la croissance. C'est pas juste du cash et d'être une très belle entreprise. En l'occurrence, il me semble que c'est vrai que la tech semblait traiter sur des niveaux très élevés en termes de multiples, mais les résultats, les derniers résultats trimestriels sont plutôt venus valider. Bah oui. À commencer par celui d'NVIDIA, je le dis, qui a vraiment, pour le coup, enfoncé le clou dans l'idée que oui, il y a un boom, que c'est réel et que c'est du chiffre d'affaires tout de suite en plus. Quoi. Et donc là, si on regarde ces valorisations aujourd'hui, elles paraissent un peu moins folles du coup après cette intégration de ces résultats. Intégration de ces résultats. Ouais. Alors après, sur certaines compagnies individuelles que je ne vais pas discuter, oui, on peut s'interroger, mais il faut garder en tête qu'il y a l'intelligence artificielle. Et il y a les super ordinateurs. Vous avez sans doute vu aujourd'hui qu'un broker a publié sur le supercomputer de Tesla, le fameux Dojo, qui ouvre des perspectives qui sont, là encore, un peu inquiétantes pour l'Europe, parce que le marché de l'auto est extrêmement disrupté, le marché de l'automobile allemand notamment. Mais là, on dit que le Dojo pour Tesla, ça pourrait être ce que le cloud est devenu pour Amazon, avec une part majeure dans les profits de Amazon. Donc là, on a quand même... une source de disruption potentielle à nouveau, ou de fracturation d'un secteur, en l'occurrence l'automobile, qui est peut-être importante, quoi. Oui, surtout que les groupes constructeurs allemands d'automobiles sont reconnus pour beaucoup de qualités. C'est pas la partie logicielle ou informatique qui est forcément le domaine d'expertise le plus poussé en Allemagne. Pour revenir sur l'intelligence artificielle, pour moi, ça me fait penser à l'hydrogène des années 2000. C'est-à-dire qu'on a eu 2-3 années où on a eu des sociétés qui ont explosé en bourse, où on s'est mis à rêver. L'hydrogène, c'est quoi aujourd'hui ? C'est rien encore. Et on remet de l'argent pour remettre en route la machine. Pourquoi je dis ça ? Parce que pour moi, il y a deux facteurs fondamentaux qui vont empêcher le développement de l'intelligence artificielle de manière massive et son adoption. Le premier, c'est le manque de réglementation. Aujourd'hui, il faut une réglementation. Les acteurs de l'intelligence artificielle le disent eux-mêmes. On ne peut pas faire n'importe quoi, on ne peut pas laisser, je vais schématiser. Enfin, c'est pas aussi clair que ça. Il y en a qui disent qu'il faut en mettre un peu, mais non, mais il ne faut pas en mettre trop non plus, parce que vous allez tuer la capacité d'innovation de nos entreprises. Si on ne régule pas, qu'est-ce qui se passe ? Et là, je réfère à une étude d'un grand broker anglo-saxon d'il y a 6 mois. 40% des emplois peu qualifiés vont disparaître sur les 10 prochaines années. Comment, socialement, les gouvernements vont gérer ça ? C'est impossible. Alors que dès qu'il y a 10 gilets jaunes dehors, c'est difficile. Alors quand il y a 40% des gens qui sont peu qualifiés, qui vont être dans la rue, comment ils vont faire ? Donc pour moi, les politiques, je ne dis pas que c'est bien ou pas, mais je dis que les politiques... Il y aura une résistance. Il y aura une résistance politique de l'intelligence artificielle. En Europe. Ça a déjà commencé. Le vieil adage, les Américains innovent, les Chinois produisent et les Européens régulent. Voilà. Je vous cite là le patron du fonds souverain norvégien, c'était la semaine dernière. Il a toujours des phrases assez intéressantes. Donc Nicolai Tangen, le patron du plus gros fonds souverain du monde, grâce aux revenus pétroliers de la Norvège. Donc il s'est exprimé dans le Financial Times sur les nouvelles étapes autour de l'IA générative. C'est comme être dans une fusée en direction de l'espace. C'est à la fois très excitant, mais aussi un peu effrayant. Il ne faut pas se le cacher. Nous espérons être plutôt dans Apollo 11 plutôt que dans Challenger. La navette américaine, évidemment, qui avait connu un sort malheureux en se crachant. La mission est de revenir sur Terre sain et sauf. Tout à fait. Non, mais lui-même dit que c'est pas facile à appréhender, mais il nie pas l'évolution technologique que ça va apporter. Il a investi dans 9000 entreprises dans le monde. Il y a une vision, effectivement, et que le pouvoir politique joue enfin son rôle, qui est un peu de canaliser les investissements, avoir une vision à long terme, un peu comme le plan dans les années 60-70, pour le nucléaire, pour le train, etc. De dire voilà où il faut aller, et d'éviter qu'il y ait des excès.
Et là que ça déborde. C'est l'État qui va dire à Tesla ou à Google ou à ça Microsoft, devrait aux ingénieurs. Non, mais En Europe. On parle de l'Europe. Là, Ah bah ouais. Oui, malheureusement. Bon, enfin, le problème, c'est qu'effectivement, l'Europe régule et est-ce que l'Europe innove Je pense que les Américains et les Chinois, pendant ce temps, avancent. Moi, je pense au contraire, ça va remettre en Europe. Moi, je pense qu'aux États-Unis, ça va même remettre en question toute la grande idée qu'on avait à l'arrivée de Joe Biden. Les GAFAM, vous allez voir ce que vous allez voir. On va les couper en deux. On avait nommé, je ne sais plus quel le département de la justice. Non, mais je pense que la nouvelle course à l'IA va complètement reporter cette idée de se dire est-ce que c'est le moment d'affaiblir les groupes qui sont les seuls au monde capables de rivaliser avec les Chinois sur de la recherche en intelligence artificielle. Il y a une action antitrust contre Google qui a démarré il y a 15 jours. D'accord, oui. Plus. D'accord. Google est toujours Google. Oui, mais il y a quelque chose d'un peu sérieux qui a démarré. Aux États-Unis. Oui. D'accord. Contre Google, oui. Ça a été, je crois, il y a 10-15 jours. Donc ils vont découper Google, là, au moment où la course à l'intelligence artificielle est en train de prendre un essor sans doute historique et inexorable. C'est un monopole de la publicité déguisée en moteur de recherche. Ils ne savent pas faire d'intelligence artificielle. Si, ils savent faire, mais le fait de découper Google est une autre problématique parce qu'il y a un vrai monopole de l'achat et de la vente. Donc normalement, il y a eu la loi antitrust. Comme Standard Oil dans les années 20, voilà. Il faut démanteler à un moment donné. Il faut. Donc, il n'y avait pas la même compétition mondiale. Non mais attention, aux États-Unis aussi, il y a des gens qui sont pénalisés par le monopole de Google. Je veux dire, toutes les agences de publicité, tout ça, il y a quand même il n'y a pas, voilà, donc c'est quand même un risque, en particulier Google, je pense, qui est le monopole le plus évident. Enfin, il essaie de le planquer le mieux possible, mais au cœur des résultats, il y a quand même cette position de monopole. On verra, parce que c'est quand même un domaine où la Chine a des atouts à faire valoir, visiblement, même si tout ne va pas bien en Chine aujourd'hui. Vincent, c'est le moins qu'on puisse dire. Enfin, s'il y a un sentiment qui était déjà pessimiste et qui semble s'être encore renforcé en cette rentrée, c'est celui qui entoure la Chine. Est-ce que la Chine va aussi mal que les indicateurs macroéconomiques, aussi peu fiables soient-ils, qui sortent de Chine aujourd'hui ? La Chine fait face à des problèmes structurels, notamment un excès d'entêtement. Donc on parle du risque de japanification. Donc c'est sûr que la croissance continue de décevoir et la réponse de politique économique n'a pas forcément été à la hauteur de ce que les investisseurs anticipaient ou espéraient. Bon, ceci dit, les chiffres de ce week-end sont plutôt un peu rassurants dans le sens où il semble que le risque de déflation soit un peu moins fort. Des nouvelles mesures également ont été apportées, notamment pour soutenir la devise, mais également le secteur immobilier, le secteur de la construction. Donc, voilà, je pense qu'on a beaucoup de mauvaises nouvelles en Chine. C'est sûr qu'ils font face à un ralentissement structurel de la croissance. C'est sûr également que le pouvoir a été beaucoup moins réactif que ce qu'on a eu dans les crises passées, parce que je pense qu'il y a une attention particulière aux problèmes structurels d'excès de dette, mais également à la compétition internationale, à la situation géopolitique où la Chine veut assurer son indépendance. Donc c'est pas forcément la croissance à très court terme qui compte. Donc la réponse n'a pas été aussi puissante. Mais voilà, je pense qu'on a quand même pas mal de mauvaises nouvelles d'anticiper, de pricer pour ce qui est de la Chine aujourd'hui. Oui, ça se voit dans la valorisation des marchés actions en Chine. Gardez la parole pour un dernier tour de table, Vincent, sur la logique d'investissement. Est-ce qu'il vous paraît encore intéressant ou toujours intéressant en matière d'investissement sur les marchés globaux aujourd'hui ? Dans le cadre du ralentissement global, encore une fois, qui est très différent selon les zones géographiques. Mais même aux États-Unis, on voit que les indices de surprise économique commencent à piquer du nez. Si on regarde les PMI, on voit que les PMI dans les services commencent à baisser très sensiblement. Le secteur manufacturier reste, lui, déprimé. Donc je pense qu'on a un ralentissement global et que les États-Unis vont finir par ralentir. On voit
une variation de PIB négative aux États-Unis au 4e trimestre ou au premier trimestre. Et donc, dans ce cadre-là, dans le cadre de la dégradation des indices de surprise économique, il me semble que les taux longs, et là on a une vue qui diffère plutôt, ont un biais plutôt à la baisse. Donc on a un biais plutôt favorable sur l'obligataire sûr, y compris le crédit investment grade, même si les spreads se sont quand même resserrés et que c'est moins attractif que ça ne l'était il y a 6-12 mois. On a toujours une surpondération sur l'investment grade, plutôt assez prudent sur les actions, sur le high yield, plutôt surpondéré à court terme le cash. Ils peuvent rebaisser jusqu'où les taux longs américains dans cette phase que vous décrivez, hein, peut-être effectivement d'atterrissage ou de trou d'air sur le T4, T1. Jusqu'où on peut les voir rebaisser, sachant qu'on est allé à 4,30 là sur le 10 ans au cours de l'été. Je pense qu'à court terme, le potentiel est limité parce que effectivement, pour entrer dans un scénario que vous décrivez, qui est celui de baisse de taux rapide de la Fed, il faudrait non seulement un fort ralentissement, mais également une inflation qui revient rapidement vers son objectif. Donc là, dans un cadre où l'inflation reste trop élevée d'un côté, et dans le cadre où on a des émissions très importantes, puisque je rappelle qu'il y a environ un tiers du stock de Treasuries qui va arriver à maturité dans l'année qui vient, donc ça veut dire pas mal d'émissions. Donc dans ce cadre-là, ça limite, je pense, le potentiel de baisse, mais on pense quand même que dans une phase de ralentissement, le marché va repricer la Fed à moyen terme de nouveau vers le bas et que ça pourrait tirer les rendements. Alors à 3 mois, peut-être que le potentiel est limité à 25-30 points de base. Ouais. Au-delà, le potentiel est supérieur. Gilles, qu'est-ce qui vous anime ? Cash is back. Je dirais que voilà, sur l'action, à part le Brésil, les choses comme ça, la Chine, le modèle est terminé. Au-delà de, je veux dire, Xi Jinping privilégie la sécurité à la croissance. Il n'y a plus matière à être agressif sur le marché action américain ou ailleurs, non, dans les grands marchés Japon, mais c'est marginal. La question aujourd'hui, c'est est-ce que les taux vont monter d'abord ou baisser ? Je veux dire, pour nous, l'ampleur du choc à venir va plutôt générer une baisse des taux, mais parce que le choc sera plus important. On a parlé brièvement du marché immobilier américain, il est bloqué à cause du différentiel de taux, mais le jour où il va se débloquer, il risque de se débloquer à la baisse, ce qui va avoir des conséquences sur les banques. Il y a des pertes énormes dans les banques régionales, le marché immobilier d'entreprise est bloqué. Voilà. Donc, comme je dis, les taux sont remontés 2%, dépassés de 0 à 2%, mais l'ajustement n'est pas fini. Et notre thèse, c'est que cet ajustement va continuer en 2024, pas là où ça s'est fait, donc pas sur les taux, pas l'investment grade, mais pas le cash, mais là où l'ajustement ne s'est pas encore fait, les actions à travers la prime de risque, et le non-coté qui va déguster en 2024, parce que jusqu'à présent, on priait pour que les taux rebaissent, ça ne se fera pas, et donc il va falloir ajuster les prix du non-coté. Ça a commencé, hein. De quoi ? D'ajustement du non-côté ? Oui, des histoires et des anecdotes, des portefeuilles qu'on retrouve à moins 30 ou moins 40, ça se voit sur le secondaire aujourd'hui. Oui, private equity, c'est un peu, ça a à peine commencé. L'histoire ne fait que commencer. Bertrand ? La matière première, le pétrole. Tant qu'il y a un réintéressé, je dirais intéressé, mais une Total Energy, elle est revenue à 60 €. 60 €, c'est effectivement le prix il y a 10 ans. Donc on est. C'est une décennie perdue. Donc sur le pétrole, donc là il y a un potentiel hors capitalisation du rendement, etc. Mais je suis d'accord. Il y a quand même un rattrapage potentiel très important. Je veux dire, on voit bien que l'Arabie Saoudite contrôle le marché du pétrole. Ils ont plus les 3/4 des swing capacities, donc c'est eux qui font le marché. Les autres ont tellement sous-investi qu'ils n'y arrivent pas. Les majors, elles, pour des questions éthiques, ESG, ne veulent pas investir ou investissent le minimum pour maintenir leur production et elles investissent fortement à côté pour monter en puissance sur le renouvelable. Donc, on est dans un environnement qui n'a jamais été aussi favorable sur le pétrole. Alors après, il y a des éléments ESG qui capent un peu la valorisation des titres en termes de multiples, qui à un moment donné pourraient évoluer d'ailleurs, puisqu'il y a une réflexion aujourd'hui de l'ESG sur ce secteur pétrolier en disant pourquoi ne pas favoriser les sociétés pétrolières comme Equinor, par exemple, on parlait de la Norvège, qui réinvestissent les 2/3 de leur cash flow dans les renouvelables, par rapport à d'autres comme Royal Dutch Shell ou BP qui font pas. Et puis même dans les équipementiers pétroliers, on s'aperçoit que les tubes de Vallourec, oui, c'est pour faire du schiste, mais c'est aussi pour faire des centrales ou faire des énergies propres ailleurs. Les bateaux aussi de Technip ou Subsea 7 pour installer du vent offshore. Donc voilà. Donc il y a potentiellement un rating. Mais même s'il n'y avait pas ça, la dynamique de profit nous semble sous-estimée aujourd'hui par le marché parce qu'on ne croit pas au pétrole qui reste à 85 ou 90 $. Pour nous, c'est qu'une étape et on pourrait voir le pétrole d'ici 6 mois
franchir la barre des $100. Parce que de toute façon, on a aussi une inflation dans les services qui fait que de toute façon, pour maintenir leur marge, tous ces pétroliers, en particulier les pays pétroliers, les National Oil Company, ont besoin d'avoir un prix du pétrole qui structurellement monte. Et comme la déconnexion entre l'offre et la demande leur est favorable, et qu'il y a une grosse discipline au sein de l'OPEP, encore une fois, on a vu même la Russie a rencontré une grosse partie. Visiblement, en fait, depuis cet été, effectivement, ils jouent le jeu des réductions. Alors qu'ils ont potentiellement besoin de devises pour financer la guerre. Ouais. Voilà. On trouve que c'est plutôt un secteur qui est mal pricé en bourse. Bon. Pour l'instant, le marché pétrolier est en déficit d'offres, en l'occurrence avec une consommation mondiale de pétrole qui est au plus haut historique, toujours. Merci beaucoup, messieurs. Merci d'avoir été les invités de Planète Marché ce soir. Bertrand Puif, Fidelity, Vincent Chéniaud, General Investments et Gilles Etcheberry-Garay, Elcano Asset Management. Chaque lundi, le dernier quart d'heure de Smart Bourse, c'est le quart d'heure américain. Et nous retrouvons Pierre-Yves Dugas, notre correspondant américain, avec nous en visioconférence ce soir encore. Bonsoir Pierre-Yves, ravi de vous retrouver pour ce rendez-vous hebdomadaire. Donc, je le rappelle, en direct à 17h45 pour ceux qui nous suivent en télévision, mais surtout à retrouver en replay sur bismart.fr et en podcast sur l'ensemble de vos plateformes. Pierre-Yves, commençons avec la logique de marché, un élément qui vous intéresse, alors qui a trait à la résilience de l'économie américaine qu'on observe à la sortie du troisième trimestre, ou quasiment à la sortie du troisième trimestre aux États-Unis. On a des indicateurs macro qui vont encore, semble-t-il, dans le bon sens. On peut appliquer également cette grille de lecture à la santé des entreprises américaines et notamment à la santé bénéficiaire des entreprises américaines. Oui, c'est assez logique de voir que les révisions à la hausse des perspectives de croissance immédiate pour l'économie américaine au troisième trimestre se traduisent logiquement par des révisions à la hausse de perspectives de résultats pour les entreprises américaines dans ce troisième trimestre qui va s'achever bientôt. En fait, depuis la fin du mois de juin, les analystes, plus ou moins discrètement, révisent à la hausse leurs perspectives de résultats et telles que l'on peut compiler ces perspectives, tous secteurs confondus, on s'aperçoit aujourd'hui que pour la première fois depuis un an, c'est-à-dire depuis le troisième trimestre 2022, on risque d'observer des hausses de profit par action pour les 500 plus grandes entreprises américaines. Ça ne s'était pas produit depuis un an. Une toute petite hausse est anticipée pour le moment, 0,5%, mais on sort d'un trimestre où les profits avaient chuté de l'ordre de 4 à 5%. Donc c'est une bonne surprise, c'est une surprise assez logique. Et certains secteurs, probablement, si les analystes ne se trompent pas, vont en profiter davantage. Une fois de plus, la technologie, nous en parlions avec vos invités tout à l'heure. On révise à la hausse, par exemple, les perspectives de résultats de Google ou encore de Meta, pour le secteur qui est curieusement qualifié de service de communication et d'information technologie dans la nomenclature de S&P. Je ne comprends pas du tout cette dénomination, je ferme la parenthèse. Secteur de la consommation discrétionnaire. Alors là, on comprend déjà un petit peu mieux, c'est des choses dont on n'a pas vraiment besoin mais qu'on achète quand même. Amazon, Target ou encore tout le secteur de l'hôtellerie, de la restauration et des loisirs sont censés profiter davantage de ce surplus de croissance inattendu. Je viens de vérifier à l'instant un chiffre qui m'amuse toujours beaucoup, c'est celui de la Réserve fédérale d'Atlanta qui fait du nowcasting, c'est-à-dire qui prend tous les chiffres qui sont déjà sortis et qui les projette pour avoir une estimation instantanée de ce que semble être la croissance américaine au troisième trimestre. On est à plus de 5% aujourd'hui. Alors, ça n'est pas une prévision, c'est juste un calcul à partir des chiffres qui sont déjà sortis. Mais les anticipations maintenant en rythme annuel pour le troisième trimestre américain, pour le PIB, c'est entre 2 et 3%, voire plus. Donc c'est tout de même quelque chose qui est significatif au niveau macroéconomique, qui fait peur au marché obligataire, mais qui se traduit favorablement pour les perspectives de résultats des entreprises. Ce marché obligataire, bien sûr, qui est dans un paradoxe, qui se porte mal, ça se confirme aujourd'hui, on voit encore les rendements obligataires grimper, parce qu'on est tous à peu près d'accord pour penser que le 20 septembre, à la suite de la réunion du comité monétaire de la Fed, la Réserve fédérale ne va pas toucher aux Fed Funds, mais le doute est en train de s'installer sur ce qu'elle pourrait faire en novembre ou en décembre, et surtout le doute s'installe sérieusement sur la perspective de baisse
des Fed Funds, quelque chose à laquelle on croyait encore il y a quelques mois et à laquelle on croit de moins en moins. Ce qui est très intéressant sur la dynamique de profit des entreprises américaines, et on parle bien avec vous, Pierre-Yves, des entreprises cotées, sur le marché action, c'est que en séquentiel, comme on dit, d'un trimestre sur l'autre, ça fait au moins 3 ou 4 trimestres que les bénéfices des entreprises américaines ne progressent plus. Oui, on a perdu. Je me souviens, on avait fait le preview du second trimestre ensemble. On avait annoncé un peu plus de 5% de baisse. On a fait 4,71, je crois, si l'on prend les estimations de FactSet. Mais on n'a vu que des reculs de profit par action collectifs depuis le troisième trimestre de l'année dernière. Les choses sont en train de s'améliorer. Alors, il y a une autre chose qui est amusante, qui est observée par FactSet, qui a procédé à une analyse sémantique des conference calls. Il y a quelques mots magiques, et le plus magique, bien évidemment, si l'on veut faire monter l'action d'une entreprise aujourd'hui, c'est celui de l'intelligence artificielle. Lorsque ce mot magique est prononcé aujourd'hui, miraculeusement, les actions se portent mieux. Sur les quelques 500 sociétés qui ont été suivies par FactSet, 177 conference calls ont fait état au cours des dernières semaines de l'intelligence artificielle, et miraculeusement, ça a aidé à faire monter le cours. À l'inverse, celles qui se sont abstenues de prononcer ce mot magique ont plutôt vu leur cours baisser. Autre observation sémantique, l'autre mot moins magique est celui d'inflation. L'inflation auquel on peut faire référence pour expliquer les difficultés qu'on a dans ces marges, par exemple. Eh bien, ce mot est de moins en moins employé. Ouais. On emploie de plus en plus le mot intelligence artificielle, de moins en moins le mot inflation. C'est assez paradoxal, mais curieusement, celles qui ont eu recours au mot inflation, à l'inverse, ont vu en moyenne leur valorisation reculer. Je voyais dans les enquêtes, alors c'est l'enquête NFIB auprès des patrons des entreprises de taille moyenne aux États-Unis. Pierre-Yves, je voyais qu'effectivement, en termes de problématiques, le problème de recrutement était peut-être en train de redescendre un petit peu dans le classement. Et puis je voyais sur les tensions du marché du travail, ceux qui changeaient de job en espérant et en gagnant une très belle hausse de salaire, aujourd'hui, les gains salariaux pour ceux qui changent de job ne sont plus aussi importants qu'avant, comparé à ceux qui restent dans l'emploi, dans l'entreprise dans laquelle ils sont aujourd'hui. C'est des petits signaux quand même, ça. Oui, les choses sont en train de se normaliser. Vous vous souvenez de toute l'encre qui a coulé sur le monde d'après? Le monde d'après, c'est aujourd'hui, et c'est en train de ressembler de plus en plus au monde d'avant. N'oublions pas qu'au terme de ces vacances d'été, avec le passage de Labor Day, dont nous parlions la semaine dernière, et bien maintenant, ce retour, c'est la rentrée des classes, mais c'est aussi la rentrée des employés dans les entreprises. La tolérance exceptionnelle montrée notamment dans l'industrie des services et dans l'industrie bancaire pour des employés qui décidément se plaisent beaucoup à rester chez eux et ne veulent plus aller au bureau. Cette tolérance est de moins en moins générale, et il est clair que maintenant, on ne change plus de job aussi facilement, on ne trouve plus d'augmentation aussi facile, et il est difficile de trouver des employés, à moins d'être vraiment quelqu'un de très important, qui accepte de vous laisser à la maison comme ça, sans vérification, 3-4 jours par semaine. L'autre sujet qui nous intéresse avec vous ce soir, Pierre-Yves, au lendemain du G20 qui se tenait donc en Inde, au Bharat, la question de la relation Chine-États-Unis, qui n'est pas nouvelle, effectivement, mais c'est un feuilleton permanent. Est-ce que Joe Biden est autant obsédé par le déficit commercial américain vis-à-vis de la Chine que l'était Donald Trump à l'époque, ou est-ce que l'obsession de Biden vis-à-vis de la Chine est ailleurs, en dehors de la question du déficit commercial encore abyssal que les États-Unis entretiennent avec la Chine ? Je crois que Joe Biden passe beaucoup de temps à s'inquiéter de la détérioration des relations entre la Chine et les États-Unis. Il ne cesse de concevoir de nouvelles réglementations pour maintenant non seulement limiter les dommages que les entreprises chinoises peuvent faire sur des parts entières de marché d'entreprises américaines, mais pour limiter maintenant les investissements américains en Chine, sans parler bien sûr de l'accès à la technologie américaine.
pour autant sans faire cette fixation sur le déficit comme instrument de mesure de l'efficacité d'une politique commerciale. On note, on ne le répétera pas assez, que Joe Biden, qui dénonçait la politique de surtaxe et de droits de douane pratiquée par Donald Trump, a été le premier à surtout ne pas y toucher. Nous avons des droits de douane de 7 à 25% qui s'appliquent sur quelques 360 milliards de dollars d'importations américaines en provenance de Chine. Il n'a pas touché aux droits de douane de Trump et on peut commencer maintenant vraiment à mesurer l'impact de cette politique trumpienne reconduite par Joe Biden sur les flux commerciaux. Et on s'aperçoit que les critiques de Donald Trump qui lui disaient ce n'est pas en relevant le prix des produits chinois que vous allez rééquilibrer la balance commerciale globale américaine, vous allez simplement déplacer le problème ailleurs. Ben, c'est exactement ce qui s'est passé. Le déficit commercial des États-Unis avec la Chine, si on le compare avec un point de référence qui est de 2017 pour évacuer les complications posées par le Covid et tout ça, et compare aujourd'hui, c'est à peu près le même. On est autour de 400 milliards de dollars. En revanche, on a une explosion des importations américaines en provenance de pays qui sont devenus des pays de substitution à l'égard des flux commerciaux chinois. Quelques chiffres, la Corée, plus 62% depuis 2017 d'importations américaines, l'Inde, plus 76%, le Bangladesh, plus 96%, le Vietnam, où était hier soir encore le président Biden, plus 174%. C'est une très bonne affaire pour ces pays asiatiques qui cherchent à sortir de la sphère d'influence de la Chine. Malheureusement, dans le même temps, Donald Trump, qui a besoin tout de même de quelques arguments de campagne, puisqu'il est obsédé par l'impératif de se faire réélire, nous a sorti une nouvelle idée sur laquelle il est en train de faire campagne, qui est l'imposition, dès qu'il sera revenu à la Maison-Blanche, d'une nouvelle surtaxe générale appliquée à tous les produits, à tous les pays, sauf quelques véritablement bons amis de l'Amérique, une surtaxe de 10%. Alors naturellement, ce serait une catastrophe pour relancer la guerre économique mondiale, la perspective de mesures de rétorsion, la perspective également de rejet de telles mesures, précisément par ces pays qui ont profité de l'écartement de la Chine de certains flux commerciaux. Mais c'est une idée qui, d'un point de vue purement électoral, est difficile à contrer par Joe Biden parce que ça l'obligerait à défendre le libre-échange. Et plus personne ne veut défendre le libre-échange aujourd'hui à Washington, ni les républicains trumpistes, ni les démocrates. Merci beaucoup Pierre-Yves. Merci pour ce quart d'heure américain chaque lundi avec vous en direct à 17h45 dans Smart Bourse, à retrouver bien sûr en replay sur bismart.fr et en podcast sur l'ensemble de vos plateformes. Pierre-Yves Dugas, correspondant américain qui était avec nous en visioconférence ce soir.